échappe à une patronne de charme, rien n'échappe à Agfa. C'est moi qui dirigerai l'entreprise en l'absence de mon frère. Mes méthodes de travail sont américaines et efficaces, c'est tout ce qui compte. Mais vous nous bousculez trop, puis trop vite. Vous voulez qu'on la sauve, cette usine, oui ou non? Mon fils n'aurait jamais dû vous rencontrer. Le passé, c'est le passé. Pourquoi tu es partie, Caroline? Pourquoi je suis revenue? La fuite mène toujours à l'affrontement. Une patronne de charme, lundi à 20h45 sur TF1. Bonsoir, Brazzaville est au bord de la guerre civile. 500 soldats français basés en Afrique seront acheminés dès ce lundi vers la capitale du Congo. Des combats à l'arme lourde se déroulent dans la ville. Depuis jeudi dernier, l'armée régulière, fidèle au président Lissouba, affronte les milices de l'ancien président Denis Sassou Nguesso. Selon les témoins, il y aurait des dizaines de morts. Cette nuit à Brazzaville, toutes les opérations de regroupement de ressortissants français isolés sont suspendues en raison des risques d'affrontements nocturnes avec les éléments armés qui sillonnent la ville. Je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'agit d'Emmanuel Drouin, coordinateur de Médecins sans frontières, bloqué dans sa maison pour la nuit. On attend que les militaires viennent nous chercher, mais pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de moyens pour eux, pour leur permettre de faire des évacuations. Et donc, il y a beaucoup de gens dans la ville qui sont isolés, qui sont donc cloîtrés chez eux, qui ne peuvent pas bouger. À l'extérieur, ça n'arrête quasiment pas de tirer jour et nuit, avec, on va dire, des accalmies d'une demi-heure ou une heure dans la journée. Et autrement, c'est des tirs qui sont continus, en tout cas dans le quartier de Poto-Poto où on se trouve. En tout cas, nous, on entend des tirs au loin, donc toute la ville, je ne peux pas le confirmer, mais il y a certainement plusieurs quartiers dans la ville, effectivement, où il y a des combats. Comment la capitale du Congo a-t-elle pu s'embraser en quelques jours? L'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 27 juillet prochain a bien sûr aiguisé les deux appétits des deux principaux candidats, Lissouba et Sassou Nguesso. La chute du régime Mobutu à Kinshasa, sur l'autre rive du fleuve Zaïre, a sans doute contribué à la déstabilisation du Congo-Brazzaville. Les explications de Marie Croxel. D'un côté, Pascal Lissouba, actuel président du Congo, portait la tête du pays en 92 à la faveur des premières élections pluralistes. De l'autre, Denis Sassou Nguesso, son prédécesseur, un marxiste convaincu qui a dirigé le pays de 79 à 92. Ce gendre du président gabonais Omar Bongo est l'actuel chef de l'opposition. Deux hommes qui se rejettent la responsabilité des violences qui secouent le pays, deux candidats à l'élection présidentielle qui doit se tenir le 27 juillet prochain. Les affrontements ont commencé jeudi dernier lorsque des blindés ont encerclé la résidence de l'ancien chef de l'État pour désarmer sa milice. Aussitôt, Nguesso dénonce une tentative de déstabilisation, lance ses hommes et invoque la légitime défense. Il n'aura fallu que quelques heures pour que la situation s'embrase. C'est qu'aux enjeux de pouvoir s'ajoute un autre élément de tension, l'afflux massif de réfugiés en provenance de l'ex-Zaïre voisin. Ils sont aujourd'hui des alliés plutôt encombrants pour le président Lissouba, qui n'a jamais caché son hostilité à l'Alliance des forces démocratiques de Kabila et son soutien à Mobutu. Ses adversaires, eux, pourraient bien être tentés de chercher des appuis de l'autre côté du fleuve. Une nouvelle majorité en Irlande, la coalition de centre-droit remporte les élections législatives, mais elle n'obtient pas la majorité absolue. Bertie Ahern, le leader de cette coalition, sera le prochain Premier ministre irlandais. Il devra donc former le nouveau gouvernement avec l'appui de députés indépendants. Les élections en Algérie, la mission d'observation internationale coordonnée par l'ONU a rendu son rapport sur les législatives. Ce rapport très critique met notamment en cause les bureaux de vote spéciaux réservés aux forces de sécurité. Selon les observateurs, ils ne fournissaient pas suffisamment de garanties de neutralité et de transparence. Je vous rappelle que les résultats des élections remportés par le Rassemblement national démocratique du président Liamine Zerwal ont été vivement contestés par l'opposition. Le pape en Pologne, Jean-Paul II est en visite dans son pays natal depuis 9 jours. Ce matin, devant 1,5 million de personnes, il a célébré la messe dans un parc de Cracovie, une étape qui lui est chère. C'est ici qu'il a exercé son ministère pendant plus de 2 ans, être élu pape en 78. Maurice Olivary. Au hasard, un immeuble de Cracovie. 90 appartements dont pas un seul n'a échappé à ce que l'on pourrait appeler la décoration pontificale. C'est une tradition locale, inaugurée en 1979, lors du premier voyage de Jean-Paul II en Pologne. La première fois, en quelque sorte, que les Romains avaient accepté de rendre pour quelques jours leur pape aux Polonais. C'est notre manière à nous de l'accueillir, de lui rappeler que tous les Polonais sont toujours avec lui.
Alors que ce pape réussisse à rassembler à Cracovie plus d'1 million de fidèles pour sa messe dominicale, c'est ici presque du pléonasme. Il n'y a guère que les étrangers pour s'en étonner. Enfin, pas tout à fait, à en juger par la mine du cardinal archevêque de Cracovie, qui n'en croit pas ses yeux. Mais la rencontre est d'autant plus émouvante que pas un seul de ses fidèles ne peut s'empêcher de songer qu'il pourrait bien s'agir là de la dernière visite de Jean-Paul II en Pologne. L'âge et la maladie, 77 ans et 18 ans de règne, ont complètement transformé leur pape, mais sans réussir à entamer ce lien spécial qui unit l'homme à la nation, le souverain pontife à ce pays toujours très catholique. D'autant que le pontificat de l'un a largement contribué à la libération de l'autre. Jean-Paul II restera 2 jours de plus à Cracovie, dernière étape de cette visite pèlerinage de 11 jours. Dominique Strauss-Kahn est arrivé à Luxembourg. Le nouveau ministre de l'économie et des finances a assuré ses partenaires européens que la France entendait respecter les critères du traité de Maastricht pour la participation à la monnaie unique. C'est ce qu'a indiqué la présidence néerlandaise de l'Union européenne. Cette réunion est la dernière avant le sommet européen d'Amsterdam les 16 et 17 juin qui doit adopter en principe plusieurs textes sur le passage à la monnaie unique dont le pacte de stabilité budgétaire. La fermeture de Renault Vilvoorde, le gouvernement Jospin devrait faire connaître sa position mardi lors d'un conseil d'administration du groupe. Si pendant la campagne, le candidat Jospin s'était engagé à exiger de la direction d'autres solutions que la fermeture, ce week-end, le Premier ministre Jospin semblait écarter l'hypothèse d'un bras de fer avec la direction. Frédéric Delpech. C'est mardi que l'on devrait connaître la position du nouveau gouvernement sur le dossier Vilvoorde, cela à l'occasion du conseil d'administration de Renault. Ce week-end, Lionel Jospin a évoqué le projet de fermeture de l'usine, mais le Premier ministre s'est montré extrêmement prudent. C'est un dossier que je trouve bien tard, alors que les choses sont très engagées. Nous allons regarder ce qu'il est possible de faire à partir d'un dossier qui est très avancé déjà négativement. Une prudence relayée par le premier secrétaire délégué du Parti socialiste, François Hollande. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir une recherche avec la direction de l'entreprise de toutes les solutions meilleures que celles qui ont été jusqu'à présent proposées par la direction et même appliquées par la direction. Car il y a peut-être aussi des décisions relativement irréversibles qui ont été prises. Samedi, Lionel Jospin avait reçu le Premier ministre belge pour lui ses intentions. Sans les dévoiler, ce dernier a estimé que si le chef du gouvernement cherchait à tenir les engagements pris pendant la campagne électorale, sa marge de manœuvre était malgré tout étroite et que c'était au sein de l'entreprise Renault que le réexamen du dossier devait se faire. Opération escargot et barrage à prévoir dès cette nuit sur les routes d'Europe. Les syndicats de chauffeurs routiers organisent leur première journée d'action européenne. Ils réclament une amélioration des conditions de travail. Certaines actions ont débuté dans la soirée, en particulier au Pertus, sur la frontière franco-espagnole, où un barrage filtrant a été mis en place. Le reportage de Jean Brun. Les chauffeurs routiers français en ont assez, ils conduisent trop et ils ne sont pas les seuls. En Espagne aussi, le temps réglementaire de travail fixé à 40 heures hebdomadaires est trop souvent bafoué à leurs yeux. Alors pour la première fois, syndicats français et espagnols se sont entendus pour bloquer la frontière pyrénéenne de la Junquera, avec un espoir se faire entendre de la communauté européenne et plus particulièrement des patrons d'entreprises de transport. Ils font en permanence du chantage. Par exemple, quand on négocie avec les patrons français, notamment ici, dans cette région Languedoc-Roussillon, la réponse est « oui, mais nous, on ne peut pas parce qu'il y a la concurrence espagnole, les patrons espagnols font ça, ça ». Alors, on a pris la politique d'une autre façon. On a dit on va mobiliser les chauffeurs routiers espagnols. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ensemble, avec nous, le tract est commun. D'ailleurs, l'appel est commun. Ils ont les mêmes revendications que nous, à savoir donc la retraite, les salaires et la durée du travail. Commencé dès 22h dimanche soir, le blocus devrait durer jusqu'à lundi midi à l'appel de FO, de la CFDT et de la CGT. Côté espagnol, l'UGT et les commissions ouvrières, les deux syndicats les plus puissants, se sont joints à l'appel. C'est faire voir à l'opinion publique que les syndicats européens, on est tous d'accord avec ça et qu'on peut arriver à quelque chose. Malgré cette union unique en son genre, la mobilisation semble fragile. Les routiers pourraient rencontrer quelques difficultés à tenir la frontière. Une nouvelle étoile au firmament du tennis, Gustavo Kuerten a remporté le tournoi de Roland-Garros. Âgé seulement de 20 ans, le Brésilien, 66e joueur mondial, a déjoué tous les pronostics face à l'Espagnol Sergi Bruguera. Résumé du match en images avec Martial Fernandez. La coupe pour Gustavo Kuerten. Le tournoi 97 s'offre une dernière surprise.
Bruguera est le favori de la finale, mais très vite, Kuerten montre qu'il est le patron sur le court. Sans complexe, décontracté, le Brésilien assomme Bruguera avec d'étonnantes accélérations. Très vite, Kuerten empoche le premier set 6-3. Bruguera, vainqueur en 93 et 94, comprend le premier que Guga ne descendra pas de son nuage. L'Espagnol s'accroche, ne lâche aucun point au prix d'incroyables efforts. Mais Gustavo Kuerten est décidément le joueur le plus fort de la quinzaine. Bruguera cède sur ses points forts habituels. Kuerten devient à 20 ans le premier Brésilien vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Un champion 97 inattendu après un parcours exceptionnel. Les trois derniers lauréats à Paris, Kafelnikov, Muster et Bruguera. Football à présent avec le tournoi de France. Brésil-Italie, c'était la revanche de la dernière Coupe du Monde et cette affiche de gala a tenu toutes ses promesses. Score final 3-3, beaucoup de buts et du grand spectacle. Martial Fernandez. Italie-Brésil, une affiche digne d'une finale de Coupe du Monde. Dès la 7e minute, l'attaque à l'accent turinois de la Squadra Azzurra fait la différence. Vieri sert idéalement Del Piero, son coéquipier de la Juventus. Le Brésil s'est à peine installé dans la rencontre. Commence alors une histoire de tir détourné. Ronaldo échoue d'abord sur le poteau. Puis Albertini surprend le gardien Taffarel. Bien aidé par Aldaïr, son coup franc finit sa course dans la lucarne. Les Brésiliens se croient malchanceux, pas pour longtemps. Roberto Carlos laisse parler son extraordinaire pied gauche. Cette fois, Lombardo joue le rôle du défenseur malheureux. Une rencontre jouée sur un rythme fou. Penalty pour l'Italie. Del Piero, dans tous les bons coups, réalise le doublé. Mais les champions du monde repartent à l'assaut. Ronaldo vient apporter sa touche personnelle au festival offensif. La fête du football se poursuit. Romario passe par là, 6e but de la rencontre pour un match au scénario incroyable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et une très bonne nuit à tous.